Bonjour, je suis le docteur Samir Ben Osman et dans cette vidéo, on va parler des principes de géographie. La géographie, c'est l'étude des caractéristiques de la Terre, des habitants de la Terre et des phénomènes qui se passent, qui influencent ces gens sur cette Terre. Et donc la Terre a des caractéristiques géographiques régionales très différentes qui vont influencer la façon dont les hommes s'y sont adaptés, ainsi que l'impact de leur adaptation sur la Terre. Donc, essayons de comprendre un peu plus sur la composition ou le type de géographie qui existe sur Terre. Donc, la Terre est couverte à peu près à 70% par les océans, les mers et les océans. Et après, la terre ferme, elle contient des régions côtières et des régions intérieures. Et si on classifie encore plus, donc les régions côtières, elles vont être 9% de la terre ferme. Et les montagnes et les forêts vont constituer un tiers, les déserts un autre tiers, et les prairies un quart de la surface sèche de la Terre. Donc on va parler de chacune d'entre elles plus en détail, en commençant par les mers et les océans. Donc il y a à peu près 3,8 milliards d'années, la Terre s'est suffisamment refroidie pour que la vapeur d'eau commence à faire de la précipitation sous forme de pluie. Et en fait, cette pluie, elle a duré 600 millions d'années. Donc c'est la pluie la plus longue de l'histoire de la Terre. Jusqu'à ce que la Terre soit complètement recouverte d'eau. Puis après, l'eau se retira, et puis après, elle a formé les océans qui couvrent maintenant 70% de la Terre. Et en fait, ils abritent plein d'espèces, mais je veux juste attirer l'attention sur une espèce qui s'appelle les microalgues. Parce que les microalgues, ils vont produire à peu près 70% de l'oxygène de l'atmosphère. Ce que vous voyez à droite, une vue satellitaire dans l'océan, et vous voyez une formation de microalgues qui peut avoir 50 km ou plus. Donc il y a énormément de microalgues dans l'océan, et c'est ce qui fait que la plupart de l'oxygène qu'on respire, il vient de ça. Par rapport à ça, on a les régions côtières, et donc lorsque les masses terrestres ont émergé des océans il y a environ 3,2 milliards d'années, la tectonique des plaques les a séparées en ce qu'on appelle des continents, et après les a éloignées les unes des autres, ce qui a créé de vastes côtes. Celles-ci, elles reçoivent un afflux constant d'air océanique, et comme les océans ne changent pas beaucoup en température au cours de l'année, parce que l'eau, elle a un grand pouvoir de rétention thermique, on a vu ça dans le cours de chimie, je vous renvoie à la vidéo de chimie pour en savoir plus. Et donc, comme les océans ne changent pas beaucoup en température, ben, l'air qui est au-dessus des océans, il ne va pas non plus changer beaucoup en température. Et par conséquent, les régions côtières ont des climats tempérés où la température change peu au cours de l'année, ou varie peu. Par opposition à ça, les régions intérieures, elles ont des extrêmes de température qui vont augmenter au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la côte. Par conséquent, le climat intérieur ou continental, il a des hivers froids et secs et des étés chauds et secs. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces régions intérieures? Ben, on a dit, il y a les montagnes, les forêts, les déserts et les prairies. Ben, parlons un peu de celles-là. Donc, la tectonique, comme on l'a dit, elle a formé des chaînes de montagnes. Et en fait, ces chaînes de montagnes, elles agissent comme des barrières aux nuages. Donc, elles vont piéger les nuages. Et donc, ces nuages, ils vont finir par libérer l'eau sous forme de précipitation, de pluie ou de neige. Et non seulement cette eau elle va faire pousser la végétation, elle va la rendre fertile, mais aussi elle va faire de l'érosion des roches, comme on a vu dans la vidéo de géologie. Et donc ça va former des rivières et des lacs d'eau douce. Donc par conséquent, les régions autour des voies fluviales ont une végétation développée et des forêts et une faune très développée. En raison de la forte exposition des latitudes tropicales à la lumière du soleil, l'évaporation de l'air qui vient des océans y est beaucoup plus importante, et donc elle forme beaucoup plus fréquemment des nuages, et ils apportent donc de fortes pluies, sous les tropiques, et donc ça va provoquer le développement de ce qu'on appelle les forêts tropicales, ce que vous voyez en bas, et donc ils ont une biodiversité extrême. Voilà, les montagnes et les forêts, ils couvrent à peu près un tiers de la planète. Maintenant, de l'autre côté de la montagne, comme vous pouvez voir, si un côté de la montagne il retient la plupart de l'eau, ben, le reste de la montagne, eh ben, en fait, il reçoit beaucoup moins d'eau. Donc, ce qui va provoquer la formation de déserts.
Et les déserts, ils couvrent aussi un tiers de la terre ferme. Donc les conditions désertiques sont également causées par des pressions atmosphériques qui sont élevées de manière semi-permanente et qui sont généralement sèches. Pourquoi elles sont sèches? On a expliqué ça dans la vidéo de climatologie, je vous renvoie là-bas pour plus de détails. Cela peut se produire, c'est-à-dire ce climat semi-permanent, pression élevée et sèche de manière semi-permanente, ça peut se produire dans les régions subtropicales, comme dans le Sahara, ou dans les régions comme l'Antarctique, parce que l'air y est aussi sec de manière semi-permanente. Donc cet air qui est sec, en fait, il va se réchauffer, se refroidir rapidement parce qu'il manque d'eau, et l'eau, il agit comme un régulateur thermique. Donc il n'a pas ce régulateur thermique, donc il se réchauffe rapidement et se refroidit rapidement. Et c'est pour ça que les déserts ont tendance à avoir des températures extrêmes, allant du chaud extrême au froid extrême la nuit. Et ça se traduit bien sûr par une faune et une flore plus rares et plus arides, etc. Par contre, il faut noter que l'érosion par le vent des déserts, chauds notamment, elle va générer du sable. Et en fait, ce sable, il va être transporté par les vents vers les océans et les forêts tropicales. Et donc ça, en fait, forme des minéraux qui sont essentiellement des engrais. Donc ça va fertiliser les algues dans les océans dont on vient de parler, et les forêts tropicales. Donc vous voyez comme le désert qui a l'air d'être une zone où il n'y a pas de vie, en fait c'est un des principaux moteurs de la vie. La troisième partie des terres intérieures, c'est les prairies. Et donc les prairies se passent quand il y a des endroits où il n'y a pas assez de précipitations pour former des forêts, mais il y en a plus que dans les déserts. Et donc c'est là où on a les prairies. Et donc elles sont situées en général entre les forêts et les déserts. Et elles vont couvrir à peu près un quart des terres de la planète. Elles sont généralement plates et pleines d'herbes, et ainsi d'animaux herbivores qui vont manger cette herbe. Et en tant que telles, elles s'offrent de vastes zones qui peuvent être facilement cultivées et utilisées pour établir des villes, comme vous pouvez voir ici, une ville dans le Midwest des États-Unis. Et donc voilà un peu un tour d'horizon des caractéristiques géographiques sur la Terre. Maintenant, la géographie, c'est pas que les caractéristiques géographiques, c'est l'interaction avec l'homme. Et donc comment l'homme interagit avec cette géographie. Donc les caractéristiques géographiques, elles vont déterminer les conditions dans lesquelles les gens vont s'installer, se développer, les cultures et civilisations qu'ils vont établir, qui vont refléter leur géographie, mais aussi les biens et services qu'ils vont produire et échanger, ainsi que leur impact sur cette terre. Alors prenons chacune séparément. Donc la population mondiale est actuellement d'environ 7 milliards, et vous les voyez ici dans les points rouges. Donc la plupart de ces gens, ils vivent dans des climats tempérés, à peu près 50% des gens, et près des côtes, 50%, bien sûr 50% et 50% s'additionnent à 100%, mais en fait, parce que pas mal de régions tempérées sont aussi des régions côtières. La plupart des gens aussi vivent près de l'eau douce et des sources d'eau douce qui proviennent de la pluie ou des rivières ou des lacs. Et la plupart aussi vont vivre dans les prairies, là où il y a les sols fertiles, et les vallées fluviales, et là où il y a les sols volcaniques, etc. Donc ces conditions, elles se retrouvent dans de nombreuses régions de la planète, mais elles sont concentrées particulièrement dans 3 régions, qui sont l'Asie du Sud-Est, où il y a à peu près 50% des hommes, l'Asie du Sud, où il y a 20% des hommes, et l'Europe, où il y a 15% des hommes dans cette planète, qui vivent dans l'Europe. Donc pourquoi? Alors déjà, en Asie du Sud-Est, la mousson, monsoon en anglais, qui est en fait cette vapeur d'eau qui sort constamment de l'équateur et des tropiques, elle va apporter de fortes précipitations. Et en fait, ces précipitations, elles vont être bloquées à l'est par le vaste plateau d'Ibétain, qui est élevé. Et donc toute la précipitation va se faire de l'ouest, et c'est pour ça qu'il y a en Asie du Sud-Est une grande concentration humaine, parce qu'il y a eu une grande fertilité, beaucoup de végétation, etc. Par contre, en Asie du Sud, ce monsoon, ces moussons, elles vont être piégées par une autre caractéristique géographique, qui est la chaîne des Himalayas. Et donc ça va aussi donner une terre extrêmement fertile dans le sous-continent indien, et c'est pour ça qu'il y a une grande concentration de gens depuis longtemps dans le sous-continent indien. Maintenant, en Europe, il y a 2 facteurs qui font qu'il y a une concentration de gens en Europe.
D'abord, les pluies et l'air chargé de condensation et de vapeur d'eau qui va venir des vents océaniques venant de l'ouest, ils vont être piégés par de nombreuses chaînes de montagnes en Europe. On a déjà les Pyrénées et l'Alpe dans l'ouest, on allant jusqu'aux montagnes de l'Oural dans l'est. Et donc tout ça, ça va piéger beaucoup d'eau et faire beaucoup de précipitations. Le deuxième facteur de propension à la vie humaine, c'est que le climat en Europe est plus tempéré à la même latitude que par exemple le climat dans le Canada. Et ça, c'est par rapport à un courant d'eau, on va dire, moins froide, qui va ramener l'eau tempérée du golfe du Mexique jusqu'à l'Europe de l'Ouest, jusqu'aux côtes de l'Europe. Et donc ce courant, il va en fait rendre l'Europe moins froide qu'elle n'est censée l'être, et c'est pour ça qu'il donne beaucoup de fertilité et de clémence météorologique, qui fait qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui se sont installés en Europe depuis longtemps. À part ces régions, il y a aussi d'autres régions qui abritent des conditions très favorables, telles que le Moyen-Orient, comme vous pouvez le voir, telles que l'Égypte et l'Amérique centrale, qui, bien sûr, avec les régions qu'on vient de mentionner, abritent ce qu'on appelle les berceaux de la civilisation. Et donc, parlons de la civilisation humaine et quelles sont les caractéristiques géographiques qui l'influencent. Donc, dans les régions où les conditions ne sont pas favorables, ou en tout cas ne sont pas favorables de manière constante, ben, les gens, ils ont adopté des modes de vie nomades pour suivre leurs ressources de nourriture. Les sources de nourriture étant les herbivores qui sont toujours à la recherche de plantes comestibles, et donc les hommes ont bougé avec leurs animaux, et cela se passe dans les déserts et les steppes arides. A l'inverse, là où les conditions favorables sont stables durant l'année, ben les gens se sont établis, ils ont établi de colonies fixes qui se sont développées en ville, et qui ont concentré davantage de produits et de services, qui ont permis la spécialisation du travail, c'est-à-dire que les gens ont pu dégager assez de temps pour se spécialiser dans l'architecture, l'ingénierie, la médecine, les arts, etc. Et ce qui a conduit à l'établissement de grandes civilisations avec des identités qui sont distinctes et dictées par leur géographie. Donc 50% des hommes actuellement y vivent dans les villes, et ce chiffre est projeté pour atteindre 70% d'ici 2050. Face à ça, on a la production des hommes. Donc comment la géographie a influencé la production des hommes. Donc les gens exploitent les ressources disponibles pour produire les biens pour leur propre consommation, ainsi que pour les échanger avec d'autres groupes. Et donc les nomades, ils produisaient des produits essentiellement animaux, donc des viandes, des peaux, des fourrures, etc., qu'ils échangeaient avec les gens sédentaires, qui eux produisaient plutôt des produits agricoles. Et après, au fur et à mesure de l'histoire, les gens ont commencé à découvrir de nouvelles technologies, et ils ont commencé à extraire plus de matières premières naturelles pour produire de nouveaux types de biens. Par exemple, la fonderie a permis la production ou le commerce d'outils et de bijoux, déjà en bronze, puis après en fer, et après en d'autres métaux. Et les techniques de préparation et de conservation des aliments à l'aide du sel et des épices ont développé le commerce du sel et des épices. Et elles ont développé ce qu'on appelle la route de la soie et la route des épices, qui ont développé davantage de villes le long de toutes ces routes commerciales, que ce soit en Asie, de l'Asie partant jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'aux confins de l'Europe. Et bien sûr, avec la révolution industrielle est venu le besoin en énergie, donc charbon, pétrole pour produire de l'électricité, etc. Et de nouvelles matières premières, comme les phosphates pour les engrais ou le lithium pour les batteries, qui a donc remodelé et qui est en train de remodeler les routes commerciales et le lieu de vie des gens et le mode de vie des gens, et il continue de le faire dans le futur. Maintenant, les services sont de plus en plus développés, surtout avec l'avènement de ce qu'on appelle l'ère de l'information, parce que l'informatique est en train de s'appliquer partout, et donc ça, c'est en train de changer aussi où les gens vivent et comment ils s'échangent. Et donc tout ça, bien sûr, il doit avoir un impact sur la géographie. Et donc quel est l'impact de l'homme sur la géographie? Donc il faut juste noter déjà que la production de biens et de services par l'homme n'a pratiquement pas eu d'impact significatif sur la géographie et la Terre jusqu'à ce qu'elle atteigne l'échelle industrielle au cours du XXe siècle. Et en fait, elle a beaucoup d'effets, mais on peut en sélectionner trois principaux
qui est l'effet sur les forêts, l'effet sur l'environnement et l'effet sur le climat. Donc commençons par les effets sur les forêts. Le besoin en terres agricoles qui sont maintenant à peu près 10% des terres totales, il est en train d'augmenter continuellement parce que la population humaine est en train d'augmenter, au point où maintenant elles sont prélevées sur les forêts tropicales, par exemple, qui sont essentielles pour l'écosystème et la Terre. Donc ça, c'est un des impacts majeurs de l'homme sur la planète. Deuxième impact, c'est les déchets toxiques qui sont rejetés principalement par la fabrication de produits chimiques, ainsi que le raffinage du pétrole et la fabrication de métaux, la métallurgie. Et donc ils vont s'accumuler dans le sol, ces produits toxiques, ils vont s'accumuler dans l'eau douce et les océans, et ils vont les empoisonner pour les durées où ils sont présents. Donc certains ils vont rester des durées courtes, mais d'autres ils peuvent atteindre des siècles. Et aussi l'impact sur le climat, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre, le CO2 dont on a parlé dans la climatologie avant, donc ce gaz à effet de serre, le CO2, il va être émis par les combustibles fossiles, et le CH4, donc le méthane, il va être produit par l'agriculture intensive, et ces deux gaz, ils vont réchauffer l'atmosphère et conduire à la fonte des glaciers et à l'élévation du niveau de la mer. Et donc ça va menacer les villes côtières, comme vous pouvez le voir en bas, où, je rappelle, 50% de la population du monde vit. Cette augmentation de température, elle déstabilise aussi les écosystèmes et conduit à plus d'événements climatiques extrêmes, tels que les ouragans et les sécheresses que vous pouvez voir en bas, ce qui conduit bien sûr à l'extinction de pas mal d'espèces animales et végétales qui ne sont pas capables à s'adapter à un changement si rapide. Juste à noter que le méthane, donc CH4, il ne reste que à peu près 12 ans dans l'atmosphère avant de se désintégrer. Par contre, le CO2, il reste pendant des siècles, donc il a tendance à s'accumuler très vite. Et du coup, les gens doivent rechercher et investir dans des nouvelles technologies propres pour produire leur énergie dont ils ont besoin, les produits industriels et agricoles dont ils ont besoin, mais de manière durable, pour préserver la Terre pour les générations futures. Et avec ça, on a fait un tour des principes de géographie. J'apprécie vos commentaires et je vous dis à la vidéo suivante. Merci de votre attention.